Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue dans Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Alors, dans nos actualités, je voudrais parler d'un livre de Daniel Salnave, un livre pour l'été, qui s'intitule L'Églantine et le Muguet. Alors, Daniel Salnave est écrivaine, membre de l'Académie française, et elle s'interroge là, dans cet ouvrage, sur le tournant identitaire d'une partie des intellectuels français, et on dirait peut-être de beaucoup de personnes en France ou en Europe. En effet, elle s'aperçoit que des crispations identitaires ont lieu, notamment par rapport à cette arrivée des migrants qui fuient la misère, les conflits, la violence et qui arrivent en Europe. Et certains ont envie de faire renaître ou de préserver une soi-disant identité française menacée. Alors, Clémenceau était très en avance sur certains de ses compatriotes, puisque lui, il s'opposait au préjugé colonial qui voulait croire que l'Occident avait une supériorité sur les autres. Et Charles Péguy, que cite Daniel Salnave, déclarait lui-même « Aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine. » Alors Daniel Salnave s'interroge sur l'idéal républicain que nous ont appris nos familles, notre école, etc. Et alors bien sûr, elle constate sa grandeur, indéniable, mais elle interroge aussi des zones d'ombre, comme par exemple cette soi-disant mission coloniale de la France dès 1830, souvenez-vous, elle était en Algérie, et aussi lors de 1848 et 1870, la République qui considère que les soulèvements populaires doivent être écrasés dans le sang. Alors, elle ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, puisqu'elle dit que la force de l'idéal républicain et sa grandeur sont quand même dans la volonté de justice et d'émancipation, et elle considère qu'il s'agit d'une utopie. Et elle dit « L'idéal est un rêve, l'utopie est un projet ». Voici ce qu'elle dit exactement à propos de l'idéal républicain. Elle dit qu'il faudrait retrouver ce qui animait l'idée républicaine dans ses origines, c'est-à-dire le désir, l'espoir, la volonté de faire advenir un monde où chacun pourrait s'arracher à la dépendance politique, économique, sociale, où chacun pourrait conquérir sa part d'une souveraineté qui est celle du peuple même quand il est réuni. Ce qu'il nous faut, c'est cet idéal toujours inaccompli, mieux qu'un idéal, une utopie, car l'idéal est un rêve, tandis que l'utopie est un projet. Pour nos entretiens d'aujourd'hui, nous retrouverons deux auteurs rencontrés au Festival Le Polar à la plage, Anne-Laure Kerr et Tove Alsterdal. De même, nous entendrons un extrait de Björk qui s'intitule Hunter. C'était hier ou presque. Le 1er juillet, Waldeck-Rousseau fait voter la loi relative aux associations à but non lucratif, association dite loi de 1901. Rappelons que sous l'Ancien Régime, le terme « société » est consacré aux associations volontaires de personnes dont le but est commercial.
et le terme communauté aux autres. Au cours de la Révolution, l'Assemblée nationale dissout toutes les communautés religieuses d'habitants, de métiers, les collèges, les hôpitaux, les confréries charitables et les congrégations. La liberté d'association devient par la suite un droit constitutionnel reconnu par les traités internationaux. Dans les années 50, il se crée environ 5000 associations chaque année. Ce nombre double ensuite tous les 10 ans pour atteindre 20 000 par an en 1992, puis 70 000 par an depuis les années 2010. En 2017, il existe en France plus de 1,3 million d'associations actives. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Amandine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant, plus connue sous le pseudonyme George Sand, née le 1er juillet 1804. Romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française, elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques, avec plus de 70 romans à son actif et 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques. Ses premiers romans, comme Indiana en 1832, bousculent les conventions sociales. Puis, George Sand ouvre ses romans à la question sociale en défendant les ouvriers et les pauvres, par exemple dans Le Compagnon du Tour de France. Elle se tourne ensuite vers le milieu paysan et écrit des romans champêtres idéalisés comme La Mare au diable en 1846. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à l'actrice Léa Seydoux qui fête ses 33 ans. Bien qu'encore jeune, elle a déjà été nommée 4 fois au César et a reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes de 2013 pour son rôle dans le film La vie d'Adèle. Alors, je suis aujourd'hui au Polar à la plage, le 17 juin, et je m'entretiens avec l'auteur de La Daronne, Grand Prix de littérature policière, Anne-Laure Kerr. Anne-Laure Kerr est avocate pénaliste à Paris et elle a elle-même réalisé un film tiré d'un de ses livres qui s'intitule Commis d'office. Anne-Laure, pouvez-vous me parler un petit peu de votre personnage principal, tout d'abord ? Alors, la daronne, qui s'appelle Patience, Portefeu, qui est une Madame Tout-le-Monde, c'est une petite dame, tout ce qu'il y a de plus normal, qui peine à joindre les deux bouts entre l'EHPAD où est enfermée sa mère, qui coûte une fortune, le logement de ses filles, son quotidien, le fait qu'elle n'ait pas de retraite puisque les traducteurs interprètes judiciaires n'ont pas de retraite et pas de sécurité sociale. Elle se dit à 55 ans, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Et grâce à son métier, elle arrive à trouver un moyen de gagner beaucoup d'argent. Voilà. C'est peut-être pas un moyen très légal. Non, mais en 2 ans de dédicaces et signatures et rencontres avec le public, je n'ai pas une personne qui a trouvé ça immoral. Ce qui doit montrer quand même un certain désarroi social. Peut-être. On va pas en dire davantage parce qu'on va inviter nos auditeurs à lire le livre. Alors parlez-moi peut-être un peu de votre parcours. Comment êtes-vous venu à écrire des romans policiers ? Eh bien, tout simplement, je sais pas, j'ai toujours écrit, donc quand j'ai prêté serment, j'ai continué à écrire, ça n'a pas changé. Mais oui, l'écriture, c'est pas un métier, c'est une nécessité intérieure, donc on commence pas un jour à écrire, voilà, c'est toujours été le cas. Et là, vous vous inspirez de votre métier ? Oui, c'est un peu un truc de feignant, c'est parce que j'ai beaucoup de matériel, donc ça me permet de piocher dedans pour trouver des histoires et des anecdotes croustillantes. Oui, croustillante, mais alors moi ce que j'aimerais savoir, parce que je lis moi-même beaucoup de romans policiers, j'aimerais quand même savoir, mais c'est idiot comme question, je m'en doute, une sorte de différence entre vos personnages et la réalité. En fait, mes personnages sont des personnages de fiction, mais ce que je puise dans la réalité, c'est le caractère comique. Parce que j'ai beaucoup d'écoutes téléphoniques, par exemple, ce qui est le cas, je m'en suis beaucoup servi pour La Daronne. C'est que j'ai des centaines et des centaines, des milliers d'heures d'écoutes téléphoniques dans mes dossiers. Et il y a des grands auteurs qui parlent entre eux. Et il y a en fait, le parler banlieue et les termes de mes dealers, on ne pourrait pas écrire ça. En fait, c'est vraiment de l'original parce que sinon ça fait faux. Et ça a été puisé dans des réelles écoutes téléphoniques. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, oui.
Et vos clients sont sans doute violents eux-mêmes. Oui, enfin, toute la criminalité est violente, c'est normal. On viole la loi pour gagner de l'argent, donc on est violent. Tout le monde est violent, oui, dans ce milieu-là. Oui, oui. Et parfois très violents. Oui, bah oui. Oui. Il y a règlement de compte tout le temps. Oui. Ah oui. Bah, il suffit de voir la télévision. Il y a je ne sais pas combien de morts par jour pour règlement de compte en matière de trafic de stupéfiants. Donc, Oui. oui, ça défouraille dans tous les sens. Oui, oui. En plus, comme ils sont pas très intelligents et qu'ils jouent beaucoup à des jeux vidéo, ils n'arrivent pas très bien à se rendre compte de la valeur de la vie humaine, quoi. Donc j'ai l'impression que quand on appuie sur un bouton, on fait disparaître quelqu'un, mais ils ont pas, comme ils sont immatures et très très jeunes en général, ils ne prennent pas toute la proportion de ce que ça représente, quoi. Ah oui, vous parlez de jeux vidéo, est-ce que ce sont surtout des jeunes? Ah bah les criminels, oui, la criminalité, il faut être jeune et courir vite. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Oui. Ils sont entre 16 et 25 ans. Entendu, oui, oui. Et socialement? Socialement, ça se recrute dans les couches défavorisées de la population, évidemment. On ne viole pas la loi par plaisir. Je pense que c'est aussi parce qu'on n'a absolument aucune issue, on ne voit aucune issue de sa vie. Et puis, c'est toujours mieux de gagner 1 000 € par jour que de gagner 1 000 € par mois. Et c'est ce que rapporte le trafic de stupéfiants. Donc, c'est difficile de leur expliquer que faire autre chose. Je comprends. Oui, oui, oui. Comme ils sont dans un modèle matérialiste, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une belle voiture, une belle nana. Et on n'hésite pas à tuer. Ah bah non. Oui. Et après, donc, ils écopent de combien d'années? De 30 ans, 25 ans, 15 ans, ça dépend. Oui, 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 oui. Donc vous aviez un matériau, la brute, tout à fait oui, bien intéressant. Sûr. Oui, il suffit de voir son poste de télé aussi. C'est vraiment tous les jours. Oui, oui, oui. Oui. Est-ce que vous avez un nouveau roman en chantier? Ouais, j'ai commencé quelque chose, mais je ne sais pas si ça va être bien. Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. La daronne, j'ai tâtonné dans le noir pendant presque 2 ans avant de commencer à trouver quelque chose. Une cohérence dans ce que j'écrivais. C'est pas évident du tout. Je pars pas avec un plan, donc c'est très nébuleux au départ. Parce que votre premier héros était Christophe Leibowitz, qui était lui-même avocat pénaliste comme vous. J'ai cédé à la facilité, maintenant c'est beaucoup plus difficile. Ah oui. Oui. Mais c'est bien aussi de choisir une femme comme héroïne. Oui, mais c'est la première fois. C'est la première fois. Et puis écrire à la première personne avec la voix d'une femme, ça implique une impudeur auquel j'étais pas prête il y a encore 10 ans de ça. C'est pas pas du tout la même démarche. Et une empathie. Oui, mais surtout une impudeur, parce qu'on doit parler de vraiment ce qu'on est soi, parce que quand on parle d'un personnage masculin, on met une distance entre ce qu'on écrit et alors qu'écrire sur un personnage féminin, évidemment il y a beaucoup de moi là-dedans, c'est pas du tout la même chose. Oui, oui, oui. Est-ce que vous allez la suivre, cette héroïne? Non. Non. Je fais plus ça. Non. Ah oui, voilà. Non. Mon éditrice me l'a demandé, tout le monde me le demande, mais moi je veux. Vous n'avez pas envie? Non. Ah, c'est mon éditeur, plus exactement. C'est l'éditeur du Poche qui m'a dit qu'il rêverait de revoir genre la daronne le retour, la daronne joue et gagne une série. Moi, je ne veux plus rentrer là-dedans. Oui. C'est très sclérosant de faire ça. On n'a plus envie d'écrire après. Oui. Remarquez, c'est vrai qu'en tant que lecteur, on a suivi ou on suit encore des héros récurrents qui viennent dans des romans qui suivent. Mais alors, il y a un moment où on bute, c'est par exemple quand Wallander vieillit tellement que, on ne sait plus comment s'en débarrasser. Enfin, l'auteur n'a plus su comment s'en débarrasser. Là, on souffre un peu quand même. Ouais, voilà. Et puis c'est comme, il y a un cahier des charges de plus en plus restreint parce qu'il a un passé, il a des parents, on parle d'amis, de parents, de choses qu'il a fait, etc. Et au fur et à mesure, quand on a envie d'inventer, on dit ah ben non, ça c'est pas possible parce que dans le Opus 3 j'écris ça et là non, ça c'est pas possible parce que à un moment c'est chiant. Ah oui, on est beaucoup moins libre, bien sûr. Oui.
Oui. Moi, j'ai fait ça 3 fois, mais j'ai fait mourir mon héros parce que Ah, il est mort carrément. non, il est pas Oh mort. là là Il là est pas là. mort. Ah Vous allez bon voir, il est pas mort. Mais Si vous me dites la fin. il est mis en sommeil. Il est bien sommeil. Entendu. Mais écoutez, merci beaucoup Anne-Laure. Alors peut-être à bientôt. C'est la première fois que vous venez au Polar à la Ouais, plage? c'est la première fois. Ouais. Oui, c'est la première très fois. chouette. Alors à part avoir chaud là sous le chapiteau, Non, on n'a pas chaud, c'est idéal. Vraiment. C'est idéal? Ah, ouais. voilà. Et l'ambiance, qu'est-ce que vous en C'est dites? très bien, et puis j'adore le Havre. Donc, Ah, vous connaissiez déjà? oui, je suis venue ici pendant une semaine pour faire du tourisme architectural. Mhm. Et c'est vraiment très très joli. Moi, j'adore cette ville. Oui, oui. Et là, je crois que vous bénéficiez du beau temps. On a toujours de la chance en général. Ah non, mais c'est très très agréable ici. Oui. Bon, mais alors vous serez de retour. Ouais, Vous bah, serez un héros récurrent du Polar à la j'aime plage. vraiment beaucoup cet endroit. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Au revoir. If travel is searching and home what's been found, I'm not stopping. I'm going hunting. I'm a hunter. I'll bring back the goods, but I don't know when. I thought I could organize freedom. How Scandinavian of me, and javelin and jam. You sussed it out, didn't you? You could smell it. So you left me on my own to complete the mission. Now I'm leaving it all behind. I'm going hunting. I'm a hunter. I'm a hunter. I'm going hunting. I'm a hunter. I'm a hunter. I'm a hunter. I'm a hunter. I'm the hunter. Alors au Polar à la plage, j'interviewe tout de suite Tove Alsterdal qui vient de Suède et qui a écrit plusieurs romans dont Dans le silence enterré et Tango fantôme. Tango fantôme. Voilà. Et le premier qui a été épuisé pour l'instant, mais c'est Femmes sur la plage, le tout premier. Voilà. Alors, Tove Alsterdal, j'aimerais savoir le sujet de votre dernier roman, par exemple. What is the subject of your last novel?
the last one published in France. It's le Tango Fantôme. Oh, this is not the last. This is the second one. It's le C'est le deuxième. deuxième, celui-là. Le Le deuxième. troisième, Ah c'est oui. le tango Yeah. fantôme. Mais it takes place in the very north of Sweden, in a small village, and it's a crime story, but it also goes back to the history when a lot of people from northern Sweden left for the Soviet Union to try and build what they thought would be the paradise. Yes. Ça se passe à l'extrême nord de la Suède. Et ça raconte un crime, il y a un crime, mais ça va aussi explorer l'histoire de toutes ces personnes qui ont quitté le nord de la Suède pour aller en URSS où ils pensaient trouver le paradis sur Terre et où ils se sont retrouvés dans une dictature. C'est dans quelle année? What years? 1932. 1932. 1932. Oui. Et alors, est-ce que vous êtes historienne à la base? Are you a historian? No, I'm not. I just want to tell like interesting stories, so I do a lot of research. Non, mais comme elle veut écrire des histoires intéressantes, elle fait beaucoup de recherches avant d'écrire les romans. Ah, de vraies recherches, par exemple dans les archives. Comment elle fait des recherches? How do you search? Do you go to archives or? I read a lot of books and I search for people who knows, and I meet a lot of people who have stories to tell, and I also travel to the places where it takes place. So this is like, for example, in northern Russia. Il y a trois façons, c'est-à-dire elle lit des livres, elle essaie de rencontrer des gens qui ont des histoires personnelles Ça, à raconter. la mémoire vivante. Voilà, et Oui. elle se rend dans le pays dont elle parle pour se rendre compte sur place. Oui. Voilà. Oui. Elle lit des livres, c'est-à-dire des livres qui se sont inspirés des archives. Je veux dire des... The books you read, Yeah. the historic books you read, were they based on real archives? Yes, mainly. It could be based, it could be that, and it could also be personal stories that connect to it. So I try to like look at it from all angles. And if necessary, I go to the archives. In this book, I went to the archives as well. Elle essaie d'avoir plusieurs angles, donc elle prend des livres qui sont tirés d'archives, elle va parfois aux archives, mais elle lit aussi des livres de témoignages personnels pour pouvoir avoir plusieurs façons de voir les choses. Ah oui, entendu. Et alors, il y a un personnage principal que l'on suit suivant plusieurs livres. Non, ce sont des histoires indépendantes. Des histoires Il n'y a pas de indépendantes. personnage récurrent. Voilà. Alors là, par exemple, dans Le Silence enterré, quel est le personnage principal? Who is the main character in Silence enterré? The main character is a woman about my own age, who her mother is from this very village, and she knows nothing about her heritage. And so she finds out when her mother goes into dementia, she finds out that there are things that she don't know about. So it's always like the people who are involved in the history, in the story. It's not like a police officer, but people who are involved, family stories. Le personnage principal, les personnages principaux sont jamais des policiers dans ces romans. Le personnage principal est une femme de son âge qui retourne dans le village de ses origines, donc dans cette région du nord de la Suède, et elle se rend compte qu'il y a des choses qu'elle ne connaît pas sur sa mère, et donc elle va explorer son propre passé, et à travers son propre passé. Ah, c'est-à-dire un croisement entre l'histoire personnelle voilà, c'est et toujours- l'histoire collective. Voilà, il y a toujours Ah oui, un angle, oui. cet Une angle-là histoire dans de la famille. narration. Une histoire de ouais, famille, oui. un secret de famille peut-être. Oui. Ah oui. Et des secrets d'histoire peut-être aussi, non? Secrets of Big History. that's Yes. This book, it's a history that was very silenced. The ones who came back from the Soviet Union never talked about it, and the relatives of those who died there, disappeared there, didn't talk about it either. I had a family member who went there. c'est It was totally intéressant. silenced. It was so shameful. Oui, il y a une chape de silence qui s'est faite, mais les gens, ceux des Suédois qui sont allés là-bas et qui en sont revenus n'ont pas parlé, et les familles de ceux qui sont morts n'en ont pas parlé non plus. C'est une sorte de secret Collectif. voilà, Oui, collectif, oui, oui. et elle a voulu en parler. Ah oui, c'est très bien. Et le dernier roman, quel est le personnage principal? Tango Fantôme. Tango Phantom, it's two sisters, and one sister is killed, but the police believes it's suicide. So it's the other sister who has to go and search for what happened. And it turns out that their mother left them when they were kids,
and she actually went to Argentina with her lover and disappeared in Argentina. So it's also a family story that also goes back to the 1970s and the story of military dictatorship in South America. C'est l'histoire de deux sœurs, il y en a une qui meurt et la police conclut à un suicide, mais la sœur qui reste n'est pas convaincue, alors elle va se lancer dans une enquête personnelle et elle va découvrir que sa mère les a abandonnées quand elles étaient petites pour aller en Amérique du Sud, en Argentine. Et donc, à travers l'histoire personnelle, encore, on va explorer l'histoire de l'Argentine dans les années 70. C'est-à-dire les années de la dictature. Oui. Oui. Donc, vous abordez aussi ce problème de la dictature argentine. You also talk about the Argentine. Yes, it's also the story about that, yes. C'est aussi sur ce sujet-là. And the refugees who came from South America, from Latin America at that time. Et sur les réfugiés d'Amérique du Sud qui sont allés en Suède, parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est vrai, comme en France. Mais comment vous avez été pourquoi vous avez été inspiré par ce sujet? Why did you choose to talk about those immigrants? I wanted to write about the suburb, the banlieue outside of Stockholm where I grew up, and it was this modern banlieue, and in the 1960s, 70s. And when I started to think about it, it's those stories that interest me. I'm very interested in this, like who we are and where we come from and so on. So I just remembered when all those refugees came, how it was. So I wanted to write about that. Elle a voulu écrire sur ce sujet parce qu'elle vivait quand elle était jeune, elle vivait dans une banlieue moderne où ont habité beaucoup de ces réfugiés. Et donc elle aime bien savoir d'où viennent les gens, quelle est leur histoire. Et donc elle a décidé de se pencher sur l'histoire de ces gens qu'elle a côtoyés dans sa jeunesse. Oui, oui. Et qui, du coup, l'ont renvoyé là-bas en Argentine. So you had the idea to go back to Argentina? Yes. So I went to Argentina to also to see what happened, and it still goes on. I mean, the trials are still on. It's still, and they still don't know what happened to the people who disappeared and so on. So it's like a never-ending story. Elle a voulu aller voir sur place comment ça s'était passé et elle s'est rendue compte que le secret sur les disparitions est toujours actuel. Les gens ne savent toujours pas où sont passés leurs proches. Oui. On a vu des films ou des pièces de théâtre très très frappants sur ce sujet-là, effectivement. Bon, alors c'est la première fois que vous venez au festival, le Polar à la plage? C'est la deuxième fois. Deuxième fois? Voilà. Oui. Et vous aimez bien ce rendez-vous? Oui. J'aimais bien. Oui. Especially since I got the prize, I like it even better. Elle aime encore mieux depuis qu'elle a eu le prix. Ah, bravo. Et vous connaissez Le Havre un petit peu alors? So you visited Le Havre a little bit? A little bit. We went up the hill and I saw the church, St. Joseph. Ah, yeah, oui. fantastic. Entendu. Bon, merci beaucoup alors. Et merci à la traductrice. Mais de rien. Merci. Bien. Au revoir. Voilà. Quelques annonces avant de nous quitter. Il s'agit d'une exposition de Florian Punière et David Raffini, Ressac, dans le cadre d'un été au Havre 2018. Elle a lieu au Portique, 30 rue Gabriel Péry, jusqu'au 2 septembre. Alors, ils exposent des sculptures, des performances, des films, et en fait, ils s'intéressent à la mutation des objets quotidiens, ces objets qui se transforment en œuvres d'art. Ils rejouent la pièce Onde, présentée dans le cadre de la FIAC 2017 dans les Jardins des Tuileries, des tôles froissées, figées, qui témoignent du geste révolu, et la pièce Énergie sombre, qui fait état de la transformation d'une carcasse en sculpture, par exemple. Pour la deuxième annonce, écoutons l'entretien que j'ai eu avec le directeur du Volcan, Jean-François Drian, au sujet des réservations pour la saison prochaine. Jean-François Drian, bonjour. Alors, je voudrais vous interroger de la part de certains spectateurs à propos de l'ouverture des réservations pour la prochaine saison. Alors, certaines personnes ont eu des bugs au niveau ordinateur. Alors, sans doute, il y a une explication à cela, parce que c'est un nouveau logiciel, je crois. Oui, ce n'est pas les personnes qui ont eu un bug, bien le bonjour, c'est les ordinateurs, chère Isabelle, qui ont eu un bug, qui est lié effectivement au nouveau module de billetterie qui a été mis en place et au surnombre de connexions qui sont faites en même temps, à la même heure, le même jour. Ah ben voilà.
Mais ça, ça va être récurrent. Ah non, ça va Non. pas être récurrent du tout. Dieu merci, la technologie moderne nous permet petit à petit de régler tous les problèmes. L'important, c'est de diagnostiquer le problème pour lui apporter la bonne solution. Non, c'est pas récurrent, c'était tout neuf. On est le premier théâtre à l'expérimenter. Entendez. C'est fait, c'est expérimenté. Bon, À l'heure où on se parle, tous les bugs oui, sont résolus. entendu. D'accord, bon, ben, ça va les encourager. J'espère. Alors sinon, il y avait un souci aussi au niveau des abonnements. Alors, parce que certains ont trouvé que 15, c'était beaucoup. Alors, ils se sont rabattus sur les 5, 10, enfin bref, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ce chiffre qui semble un peu important pour certains? Alors, c'est toute la logique de cette maison qui n'est plus une logique d'abonnement, mais une logique de formule, une logique qui fortifie la curiosité et qui accompagne la confiance. Les 15, c'est exclusivement lié aux statistiques que nous avons fait dans la maison sur les séances précédentes, et l'ensemble des 3 stades que nous avons déterminés correspondent aux moyennes que nous observons dans les prises de formules depuis plusieurs années. Notre priorité, évidemment, c'est de faire en sorte que chacun ait les meilleures conditions pour augmenter la capacité qu'il a à venir voir des spectacles, en faisant en sorte que plus il en voit, moins c'est cher. C'est ça la logique. Bien sûr. Et plus ils pourraient en voir, parce que ça, c'est pas évident pour tout le monde. C'est la question de la confiance et de la curiosité. Et du temps qu'on peut avoir. Le temps, ça m'intéresse pas. Ça, je ne peux rien y faire. Bon, vous avez quelque chose à dire pour ceux qui n'ont pas pu encore réserver leur place, sûrement. Il reste multiples places accessibles au guichet, accessibles sur Internet, Voilà. presque sur tous les spectacles. Ah, entendu. Ça va leur faire plaisir. Merci J'espère. beaucoup, Merci à Jean-François. vous. Bel Au été. revoir. Au revoir à tous. Bon été. Merci encore à Mathieu Le Chevalier qui nous aide grandement en studio. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.